10h midi, Tendance première. Bonjour Gwenaëlle de Kekelé. Bonjour Véronique Tiberger. Très bien, et vous-même? Oui, dites, la semaine passée, on s'était quitté sur l'idée qu'on allait faire un grand voyage, et que vous alliez aller loin. Alors vous êtes allé dans notre tréfonds intérieur, parce que c'est un voyage intérieur que vous nous invitez à faire. C'est un tout petit peu, on se l'a un petit peu lésé, mais c'est avec un personnage en tout cas extrêmement intéressant, puisque vous avez rencontré André Stern, qui est français et auteur de nombreux livres, qui est persuadé que le monde tournera plus rond quand l'attitude des adultes envers les enfants aura changé. Il a fondé notamment le mouvement de l'écologie de l'éducation et écologie de l'enfance. Et vous l'avez rencontré il y a quelques jours à l'école démocratique de Lorneau, dont on parlera d'ailleurs dans le Fut d'ici. Tout à fait, j'ai eu cette chance. André Stern, c'est un personnage hors du commun. Il a la flamme, le feu sacré, l'enthousiasme contagieux. En fait, c'est le genre de personne qu'on voudrait avoir près de soi chaque fois qu'on doute. Alors, il a 48 ans. C'est compliqué de le caractériser avec un métier tant il a de cordes à son arc sans jamais avoir fréquenté l'école. Donc, André Stern n'a jamais été à l'école. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, il est auteur, conférencier, musicien, compositeur, luthier, journaliste. Puis 3 petits points, j'imagine que ça pourra encore évoluer. Il attribue sa confiance en lui au fait de n'avoir jamais été noté, comparé, évalué ou encore jugé. En fait, rien ne lui a jamais laissé croire qu'il pouvait être insuffisant. Et il a grandi avec cette conviction qu'il pouvait tout faire. Ça lui a ouvert de nombreuses portes. C'est une expérience qu'il a vécue pour lui et qu'il transmet aujourd'hui à ses 2 jeunes fils. Pas juste à ses 2 fils, puisque c'est de ça dont il parle dans ses livres et dans ses conférences d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il se contente pas de son expérience non plus. En fait, il partage un nouvel éclairage sur l'enfance. Et c'est un vrai travail sur lequel il collabore étroitement avec le professeur Gérald Hutter, qui est chercheur en neurobiologie avancée. Donc, il est prudent, André Stern. Il insiste beaucoup sur le fait qu'il ne propose pas une méthode qui serait juste une méthode de plus. Il propose un éclairage plus naturel, organique, beaucoup plus en phase avec le monde de l'enfance et qui implique un changement d'attitude de la part des adultes. C'est quoi le problème de l'attitude des adultes? Le problème, Véronique, il tient en un mot, ça s'appelle l'agisme. Vous avez déjà entendu parler de ça? Mais pas du tout. C'est la discrimination liée à l'âge. C'est-à-dire considérer que l'enfant est au stade 0 du comportement humain, là où l'adulte se trouve à l'apogée. Et André Stern, il prône tout l'inverse. Quand l'enfant vient au monde, c'est une bombe de potentiel. Il est équipé de tous les programmes, il peut devenir ce qu'il veut. Alors qu'à l'âge adulte, on n'est plus que la version élagué de ce qu'on était en tant qu'enfant. On a gardé seul certains potentiels nécessaires à notre survie. Donc pour lui, l'enfant c'est un géant et l'adulte c'est un bonsaï. Alors il n'a pas été à l'école, il ne scolarise pas non plus ses enfants, mais selon lui la clé elle est pas là en fait. C'est pas l'école qui fait du mal, c'est l'attitude de la société face à ses enfants. Je pense que ne pas aller à l'école n'est pas une fin en soi. Pour moi, c'est parce que ne pas aller à l'école, si ça devient une méthode, ça devient juste une méthode de plus. Et je pense sincèrement que c'est pas de méthode dont on a besoin, mais je passe à un autre niveau qui vient avant toutes les méthodes et qui est l'attitude. Et je pense que c'est notre attitude qui rogne ou non les potentiels de nos enfants. De toute manière, on peut pas développer tous les potentiels avec lesquels nous sommes venus au monde. Mais ce qu'il y a d'intéressant au moment de constater que nos enfants naissent au monde comme des bombes de potentiel, c'est de constater que nous, on a beaucoup élagué et que finalement, au moment où nous rencontrons un enfant, loin de rencontrer un être inférieur, nous rencontrons du point de vue des potentiels un géant. Ça change notre attitude. Et à partir du moment où on change d'attitude, bien au-delà des méthodes, à partir du moment où nous changeons d'attitude, nous rendons soudain possible le développement de potentiel inattendu, puisque nous n'attendons rien. Ok. Mais alors concrètement, changer d'attitude, c'est quoi? C'est très simple et très compliqué à la fois. Changer d'attitude, c'est cesser de penser « je t'aime, mais je t'aimerais davantage si tu dormais plus », ce qui nous arrive très tôt dans nos vies, si tu m'aidais plus à faire la vaisselle, si tu faisais mieux tes devoirs, si tu rangeais plus ta chambre. Ce virgule « mais » qui est mortel pour l'amour soi-disant inconditionnel. L'amour inconditionnel nécessite qu'il n'y ait pas virgule « mais », qu'il y ait « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et ça, en fait, c'est pour André Stern le début du commencement d'une base solide pour l'enfant, l'amour inconditionnel, duquel découle la confiance inconditionnelle. Et c'est pas simple du tout. On a souvent l'impression de pas être à la hauteur. On pense qu'on n'y arrivera jamais. On s'excuse d'être ce qu'on est, nul en cuisine, nul en maths. Et cette idée de nullité, elle n'existe pas pour André Stern, ou en tout cas, elle est fortement nuancée. Oui, alors excusez-moi, mais mon prof de physique va penser différemment de vous, parce que c'est bien le truc dans lequel j'étais nulle, c'était bien en physique quand même. Eh bien non, pour André Stern, vous n'êtes pas nul en physique, Véronique, vous n'êtes simplement pas intéressé par ce domaine. Voilà, c'est ça. Voilà. Et si on n'est pas intéressé, en fait, c'est impossible de devenir génial. Et c'est là qu'elle est la clé. Ce qui nous enthousiasme nous rend génial. L'enthousiasme, c'est notre énergie. On est tous nés dans l'enthousiasme. C'est l'énergie de l'enfance. L'enthousiasme, c'est ce dont nous savons
que ça nous ouvre toutes les portes, que ça soulève des montagnes, qu'on est capable de tout. Nous sommes géniaux en état d'enthousiasme. La science a de nos jours prouvé ce qui se passe et que c'est effectivement le cas. Un enfant enthousiaste va ouvrir toutes les portes parce que l'enthousiasme est une chose contagieuse. Et parce que un enfant qui est porté par cette énergie-là ne connaît en réalité aucune limite. Et cet enthousiasme, en fait, il se cultive par le jeu. En fait, c'est en jouant qu'un enfant apprend. Selon André Stern, c'est un non-sens absolu d'avoir dissocié le jeu de l'apprentissage. Pour lui, dire « arrête de jouer pour venir apprendre », ça équivaut à « arrête de respirer pour vivre ». Il fait de nombreuses références aux dernières découvertes en neurosciences. Et il dit notamment donc que le cerveau est programmé pour résoudre des problèmes, pas pour apprendre. Le fait d'apprendre en est la conséquence. En fait, on n'apprend pas pour le simple fait d'apprendre. Quand on joue, on active nos centres émotionnels et à ce moment-là, le cerveau devient une éponge pour les infos qu'on rencontre. Il se développe quand on en fait usage avec enthousiasme. Oui, alors je pense aux parents qui nous écoutent dans la voiture à ce moment-là et qui sont en train de dire « Mais oui, bien sûr, va dire ça à mon fils ou à ma fille qui est en train de s'avaler les kilos de pages à étudier pour les examens. » Mais vous avez tout à fait raison. Et au final, il nous reste quoi de ces kilos de pages qu'on a avalés, en fait, Véronique? On les a un peu oubliés. Pour André Stern, ça n'a pas de sens de dire à un enfant qui est moins bon en maths de redoubler d'efforts sur les maths pour les examens. S'il est moins bon, c'est qu'il n'est pas intéressé. S'il n'est pas intéressé, il ne deviendra jamais génial en maths. En revanche, s'il est bon en français, poussez-le à faire encore plus de français pour devenir génial. Aujourd'hui, force est quand même de constater que si vous avez 90% en français et 10% en maths, on vous donnera pas le diplôme. Ouais, mais André Stern, il n'a pas peur, lui, de parler de légende du diplôme. Les grandes entreprises ont clairement annoncé qu'ils ne regardaient plus les diplômes et les CV, mais qu'ils cherchaient des compétences qui ne sont pas présentes, qui sont pas en tout cas indiquées par les diplômes et sanctionnées par un examen. Et donc, ceux qui véritablement recherchent le vrai monde du travail, ce sont des compétences. Et c'est intéressant de constater que les compétences sont ce que recherchent et non pas les qualifications, les chefs d'entreprise et autres personnes susceptibles de nous faire travailler. Les compétences ne sont rien d'autre que la conséquence, ou plus exactement l'effet secondaire de notre enthousiasme. Finalement, le succès professionnel s'avère être l'effet secondaire de l'enthousiasme. On pourrait en parler des heures. On n'en a fait qu'une mini-introduction. Il explique tout ça et donne plein d'exemples dans ses livres. Toutes les références se trouvent d'ailleurs sur son site internet www.andrestern.com et on peut retrouver certaines de ses conférences sur internet aussi. J'en profite pour saluer la prof de maths de ma fille qui, pendant 6 mois, passait son temps à dire qu'elle avait la classe la plus nulle au monde. Ma fille qui avait 92% s'est sentie franchement très nulle quand même aussi. Donc voilà, c'est le contre-exemple. Voilà. On va revenir ici parce que la vision d'André Stern, même si elle semble un peu compliquée parfois à installer, surtout dans un système comme le nôtre, l'atelier en fait auquel vous avez participé était organisé par une école. C'est l'école démocratique de l'Orno à Jamblou. Oui, tout à fait. Donc ça s'appelle école, mais ça a finalement peu de choses en commun avec une école. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans un instant. Et juste après, Julien Doré avec Romain Gauthier, qui est cofondateur de cette école et qui travaille également dans l'école. Et il est accompagné de Zoéline, qui est une élève qui fréquente cet établissement et qui n'est donc pas à l'école en ce moment, mais qui vit probablement une expérience, en tout cas, on va lui faire vivre une expérience très riche, je l'espère. Ce sera dans un instant. 10h midi. Véronique Tiberghien sur la première. On refait un peu l'école avec Gwenaëlle de Kegeler qui est venue aujourd'hui nous parler dans son Vue d'ici de l'école démocratique de l'Orno. Oui, c'est une école qui n'a pas grand-chose d'une école en fait, il n'y a pas de classe. Il y a des élèves, il n'y a pas vraiment de professeurs non plus, il y a des accompagnateurs. Et ces élèves, eh bien, ils sont là de 3 ans à 18 ans. C'est une école qui est relativement jeune, qui a 3 ans d'existence. Et Romain Gauthier, en est le cofondateur. Donc j'espère qu'il va nous expliquer un peu plus le fonctionnement de cette école. Bonjour à vous, Romain Gauthier. Bonjour. Bonjour Zoéline. Bonjour. Élève donc dans cette école. Alors, pourquoi ça porte le nom d'école? C'est une obligation juridique ou c'est une volonté quand même de montrer que l'école peut avoir un autre visage que celle qu'on a traditionnellement? Oui, c'est ça. C'est être parti du constat que dans un lieu d'apprentissage, on peut faire autre chose de ses journées, que l'enfant peut se développer différemment, tout en réinventant l'école, en fait, une école de la vie. Donc on a pris le mot école parce qu'il est symbolique dans le paysage belge, tout en réinventant ce qu'on fait à l'intérieur. Alors réinventer jusqu'à quel point? Comment ça se passe?
Eh bien, de façon très pragmatique, c'est effectivement pas de classe, l'intergénérationnel de 3 à 18 ans, et puis des enfants et des adultes qui peuvent proposer des activités, des clubs, des ateliers, et l'enfant peut décider de ces activités au jour le jour et s'engager, prendre des responsabilités dans l'école pour la faire fonctionner. C'est une réaction ou une envie d'aller plus loin ou vers autre chose, une réaction par rapport à ce qui existe aujourd'hui, par rapport à parfois le fait que les enfants ne trouvent pas leur place dans l'enseignement? Oui. Je dirais, au-delà d'une réaction, c'est une évolution, c'est aller vers un système qui est plus en cohérence avec notamment ce que disait André Stern, tous ces recherches en neurosciences qui montrent que l'enfant a besoin pour apprendre d'avoir une autre posture de l'adulte, de son environnement, d'être dans le jeu, d'être dans son enthousiasme. Donc c'est nous changer de paradigme éducatif et de posture et puis proposer cet environnement qui permet à chacun, enfant et adulte, de développer leur plein potentiel. Parce que nous aussi, adultes, on réapprend, on se met aussi à être des apprenants dans ce système. C'est une école, ça s'appelle l'école démocratique parce que ça met la démocratie au centre des pratiques. C'est un courant qui existe depuis un certain temps quand même. Il y a une lignée d'écoles démocratiques. C'est pas un projet qui sort ex nihilo de rien. C'est vrai que ça s'appuie sur des courants de la démocratie, donc des écoles qui testent aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, depuis 30 ans, de mettre la démocratie au cœur, participative. Ça s'appuie aussi sur l'école de la nature, les pédagogies du dehors, de ramener l'enfant plus en contact avec tout ce qui est l'apprentissage par l'extérieur. Et donc, tout ça est déjà testé depuis de nombreuses années et fait ses preuves dans d'autres pays. Zoéline, qui est avec nous, qui est élève dans cet établissement, ça fait combien de temps, Zoéline? Ça fait 2 ans que je 2 ans. Et tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 16 ans. 16 ans. Qu'est-ce qui a provoqué ta venue ou ton entrée dans cette école? Je ne comprenais pas pourquoi je devais avancer dans ma scolarité. Ouais. Et je suis venue ici curieuse un peu et avoir envie de me redécouvrir. Et voilà, je suis venue et ça m'a bien plu et j'ai repris confiance en moi et je suis là aujourd'hui. Alors, quand tu es entrée la première fois à l'école démocratique de l'Ornon, est-ce que tu t'attendais à avoir une transformation ou à vivre une transformation aussi importante par rapport aux écoles ou à l'enseignement d'où tu venais? J'espérais, mais pas à ce point-là, en tout cas. Et c'est plutôt positif? Oui, c'est très positif. Je suis assez fière de mon parcours et je suis très contente de ce que je fais aujourd'hui. Et voilà. Je suis assez fière de mon parcours. Je peux vous dire que des enfants de 16 ans, il n'y en a pas beaucoup quand même qui disent ça aujourd'hui. C'est une belle réussite. Moi, je vois, si je prends juste l'exemple de Zoéline, qu'effectivement, il y a 2 ans, quand elle arrivait, tout à l'heure, on s'en souvenait, on se le remémorait, la rencontre avec ses parents et tout ça, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'était déployer tous ses talents, ses potentiels à elle, d'aller un peu plus vers les domaines créatifs qui étaient peut-être moins en vogue ou valorisés dans l'école où elle était avant, ou la voile des passions du sport qu'elle aime faire. Et effectivement, moi, de mon regard extérieur, en voyant qu'elle développe ça, ça l'aide à ensuite aller vers d'autres choses. Ça a l'air de l'épanouir, parce qu'elle a l'air tout à fait ouverte et heureuse. Peut-être plus concrètement, chaque élève qui fréquente l'école démocratique a un référent, en fait, et donc toutes les 2 semaines, vous avez une rencontre avec ce référent. Comment ça se passe? Ça dépend des personnes, mais moi, ça se passe... je me place des objectifs à chaque fois que j'ai ce rendez-vous, on va dire. Je passe du temps à expliquer ce qui ne va pas, ce qui va bien, mes projets, mes rêves, on va dire. Et voilà. Et là, par exemple, tes objectifs pour cette quinzaine, c'est quoi, si c'est pas trop indiscret? Là, en fait, comme je viens juste de terminer mes examens en art, je prépare mes examens en français, histoire et en géo, et d'avancer justement dans cette lancée d'apprentissage. Et voilà. Le programme qui est proposé, c'est un programme qui colle un peu à ce que demande aujourd'hui la fédération?
Ça, les enfants dans notre école sont inscrits en école à domicile, Oui. et donc ils sont soumis aux examens, que ce soit le CEB, CE1D, CE2D, Les CESS, certifications, oui. certification. Et donc nous, on n'a pas un programme pour établi, standardisé pour chacun. C'est l'enfant qui va trouver avec un accompagnant, un référent, son chemin d'apprentissage. Mhm. Et donc effectivement, les enfants peuvent sortir de notre école et rattacher ensuite à l'université ou à d'autres écoles, ou même retourner dans une autre école si c'est possible. C'est le cas de Zoéline qui fait aussi à mi-temps d'autres études ailleurs. Ah, tu fais oui. des journées bien remplies, alors. Oui. Je vais à l'Académie des Beaux-Arts à mi-temps. Et par exemple, là, aujourd'hui, je vais en histoire de l'art après. Ah, bah écoute, bonjour à ton prof. Oui. Et donc ça veut dire qu'on est assez libre finalement. Oui, on crée un cadre où il y a une grande liberté pour que l'enfant puisse progressivement, accompagné par des acteurs qui sont plus facilitateurs d'apprentissage que détenteurs d'un savoir, ces enfants puissent découvrir quelles sont leurs passions, leurs talents. Et donc après, si un projet se dessine avec un enfant qui veut suivre un maraîcher, qui veut suivre un garagiste pour travailler sur les nouvelles voitures, et on peut essayer de mettre ça se met en place autour de lui, et puis il peut travailler ses passions, c'est son jeu, son quotidien. Et à travers le travail de cette passion, vous favorisez alors à ce moment-là des compétences qui sont connexes et qui peuvent lui servir aussi, pourquoi pas, à avancer dans d'autres... C'est un peu en arborescence finalement. Exactement, cet apprentissage. Oui, c'est un apprentissage très transversal et en arborescence qui fait que les choses sont pas cloisonnées mais prennent du sens pour l'enfant, et quand on travaille, quand il va peut-être démonter une voiture, il va faire de la physique, de la chimie par exemple. Oui, tout à fait. À l'aise avec la physique appliquée, les maths, et puis après il aurait fallu écrire à ce garagiste, donc un peu de français, d'écriture, des choses comme ça qui font que on arrive à avoir un socle de compétences, et puis développer les compétences qui font vraiment sens actuellement pour soi, pour, comme le disait André, après se lancer dans un monde du travail où le diplôme est peut-être moins important actuellement, mais vraiment se connaître ses points faibles et points forts, et puis pouvoir proposer des compétences à un employeur. Alors, on sent qu'il y a quand même encore certains secteurs professionnels aujourd'hui qui sont quand même très attentifs à des choses très traditionnelles aussi. Mais c'est pas forcément dans l'envie de ces enfants-là de s'orienter vers des carrières de banquier ou ce genre de choses. Où là, on demande quand même encore... quand même très attentif à des choses comme le CV. Et aujourd'hui, il y a tellement de métiers à inventer, justement. Est-ce que c'est pas dans ce type d'enseignement qu'on trouvera peut-être les créateurs des métiers de demain ? C'est sûr. Et puis, je pense que les enfants qui passent par notre proposition, notre environnement, vont développer cette agilité, cette flexibilité, cette inventivité aussi de créer des nouveaux métiers. Il y a l'exemple de jeunes chez nous qui ont envie de coder ces nouveaux métiers de l'informatique. Et donc là aussi, il y a tout ça qui est inventé. Et puis, on déménage bientôt dans un nouveau lieu. Sur le lieu où on sera, qui sera plus grand, des adultes qui réinventent les métiers de demain, qui sont un peu dans des startups, dans l'innovation, dans l'artisanat authentique, dans le maraîchage. Et donc, il y a tous ces métiers qui vont être aussi des pôles d'inspiration pour les enfants, sur lesquels ils vont pouvoir... avoir du mentorat, de l'apprentissage. C'est ça. Quand tu vois, Zoéline, les enfants autour de toi qui n'ont pas le même cursus scolaire, comment tu ressens ce que toi tu vis, en te disant que c'est une chance ou en te disant qu'il te manque parfois peut-être certaines choses et que tu aurais envie aussi Je pense pas qu'il me manque quelque chose, parce que c'est moi qui, justement, fait en sorte qu'il ne manque rien. Mais quand j'en parle avec d'autres personnes, je sens qu'ils sont pas épanouis dans ce qu'ils font et qu'ils le font par obligation, on va dire. Et moi, toutes les matières, j'ai envie de les faire parce que j'ai pris le temps de le faire et j'ai eu la maturité de le faire à ce moment-là. C'est dingue. C'est dingue. Ouais, c'est magnifique. Elle a 16 ans. Et c'est pas simple non plus comme fonctionnement, parce que c'est une école qui est pas subventionnée du tout. Oui, actuellement, il y a quelques bémols. C'est effectivement, on a donc dans l'école à la maison. Mais non, excusez-moi, ils doivent vous regarder en disant. Besoin de suivre les certificats et les tests, et on aimerait sortir de ça, avoir un partenariat spécifique avec le gouvernement comme projet pilote. Pour pouvoir avoir une façon de s'auto-évaluer, que les enfants s'évaluent sur les matières qu'ils ont besoin, qu'ils se sentent près
évalués comme compétences quand ils le sentent. Et puis il y a aussi effectivement le fait que c'est une ASBL actuellement non reconnue, non subventionnée, donc on demande un Minerval aux parents. Et cela dit, ça couvre pas tout l'ensemble, donc on fait des levées de fonds, des recherches de sponsors et mécénats pour financer l'école, et on essaye les familles qui sont là de pouvoir à ce qui tendre vers la gratuité, ou en tout cas que ça soit pas un frein. Donc on met en place une bourse des familles, et donc il se trouve qu'il y a quand même une grande mixité socio-économique et pour des gens qui sont motivés pour changer l'école. Et changer, C'est vrai que si on pouvait passer ce palier et que vous serviez quelque part de laboratoire entre guillemets pour essayer de comprendre, on parle du pacte d'excellence beaucoup, voilà, on pourrait se dire on serait une transposition de certains aspects qui veulent être mis en avant, et ça serait bien de voir un petit peu et d'observer. Oui, c'est bien. Ça prend du temps, mais avec des choses comme André, des rencontres, des conférences, ça apporte des neurosciences, je pense qu'il y a moyen de faire un dialogue. En tout cas, vous nous tiendrez au courant. Oui. Zoéline, on te souhaite tout le meilleur. Et surtout de continuer bien comme ça. Romain Gauthier, merci beaucoup. Merci à vous. De nous avoir expliqué ce principe et cette école très inspirante, finalement, qui se base beaucoup sur l'inspiration de chacun. Et merci à vous aussi, Gwenaëlle. Avec plaisir. Je sens que vous avez pris beaucoup de plaisir à préparer ce sujet. Ah oui, j'ai adoré. Et rencontrer André Stern. On a dû raccourcir beaucoup l'interview, mais j'espère qu'un jour on aura l'occasion de la passer, pourquoi pas, dans son entièreté. Merci à vous. Bien sûr, dans un instant...